On n'a même pas l'impression d'être dans une entreprise, en fait, c'est un projet. On a envie de démocratiser le végétal. On veut présenter les choses en fait de manière positive, de montrer que le végétal en fait c'est une super alternative, qu'on peut se faire énormément plaisir en fait en mangeant du végétal. C'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour la santé. Et je pense que très souvent en fait on est face un peu à un système et on se dit que les choses sont comme ça et que ça va pas changer. Et on peut changer les choses, on peut se bouger, on peut tous changer un petit peu les choses. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on fait, c'est que c'est concret. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait dans chaque steak qu'on vend, il y a un impact. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Guillaume. Salut Frédéric. Alors, tu es le CEO d'Apivore, ex Les Nouveaux Fermiers. C'est ça. Vous fabriquez des viandes végétales que je connais bien, on vient d'en parler, puisque j'en consomme. Je te donnerai mon avis plus tard, bien que je l'ai un peu spoilé. La première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est avec Brigitte Gauthier d'L214, l'épisode 36, donc il y a 2-3 ans déjà. Aujourd'hui, nous allons décrire ton parcours, comprendre comment tu es arrivé là où tu es arrivé et votre ambition. Tout d'abord, on va parler de toi. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Écoute, moi c'est Guillaume, je suis un ingénieur à l'origine, je suis à moitié breton, à moitié de région parisienne, je suis passionné d'innovation et d'environnement et c'est pour ça que j'ai lancé cette boîte parce que ça réunissait les deux univers. Moitié breton d'où ? De Fouesnant, c'est sur la plage, c'est pas très loin de Quimper dans le Finistère. D'accord, Finistère. Tu as grandi moitié breton, moitié parisien, tu as grandi plutôt de quel côté ? Plutôt dans les Yvelines. Ah oui. Donc, moins la ferme. Quand tu t'endors, si justement il y a des vaches. Quand tu t'endors dans le RERB, t'arrives à Saint-Rémy-le-Chevreuse, de là où je viens, et là-bas il y a un champ avec des vaches. Quel genre d'enfant et d'enfance ? Assez simple, assez calme. Studieux, bon à l'école. Oui, classique. Mes parents étaient ingénieurs. Et moi voilà, j'aimais tout ce qui tournait autour de l'innovation. Donc j'aimais bien inventer des trucs. Quelles études ? Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Et après, en fait, je suis parti en R&D. J'étais passionné par les problématiques environnementales parce que je suis convaincu que c'est le défi, un des grands défis de notre siècle. Et du coup, je voulais travailler sur des projets qui améliorent, en fait, qui ont un impact positif sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé dans l'énergie, dans les transports, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et après, je suis plutôt allé dans le conseil, et c'est plus tard que je suis venu au sujet de l'alimentation. Alors, tu avais bossé chez PSA, Peugeot Citroën. Ensuite, tu es allé dans le conseil, donc chez McKinsey, tu viens de le dire. Tout de suite après l'école, par contre, tu as monté une start-up, je crois. Alors, je l'ai lu, ça aussi, qui utilisait l'énergie des vagues. Donc, tu avais cette envie de devenir entrepreneur déjà en sortant d'école ? Ouais, exactement. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'en fait, l'entrepreneuriat, pour changer l'économie, l'entrepreneuriat peut avoir un énorme impact, parce que vraiment, on peut vraiment faire bouger les choses. Et j'étais passionné par les problématiques un peu d'énergie, parce que c'est un des thèmes sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire sur l'environnement. Et donc, l'idée, en fait, ça s'appelait Sieve. Et l'idée, c'était d'utiliser l'énergie de la houle pour recharger les batteries de voiliers de plaisance, qui utilisait en fait qui utilise toujours beaucoup de groupes électrogènes. Donc on met de l'essence et ça fait de l'électricité. L'idée c'était d'avoir une valise que tu mets dans le bateau et qui utilise l'énergie de la houle pour venir recharger les batteries de bateau. C'était pas bête ? C'était pas bête. Mais ça aurait donné plus d'énergie que les panneaux solaires qui sont sur des bateaux ?
C'était du même ordre de grandeur. Le problème, en fait, c'est que les panneaux solaires, sur bateau, ça coûte assez cher et ça a du mal à générer beaucoup d'énergie. Et puis, t'as pas tout le temps de soleil. Il y a des fois, t'en as vraiment besoin. Et après, t'as des hydroliennes aussi que tu laisses traîner, en fait, dans l'eau. Et du coup, qui freinent un peu ton bateau et qui rechargent l'énergie. Mais pareil, ça se casse souvent. Et du coup, il y avait rien jusqu'ici qui utilisait l'énergie de la houle pour recharger les bateaux. Mais je me trompe peut-être, mais tu vois, alors c'est aussi controversé, hein, bien que ce soit une énergie propre. Les éoliennes, par exemple, qu'on va voir en Manche ou n'importe où, mais j'ai pas l'impression qu'on utilise beaucoup, du moins en France, l'énergie, comment on appelle ça, de l'eau, enfin je veux dire de les la vagues, houle, la houle ou des vagues, quoi. On pourrait avoir des éoliennes en fait sous-marines et ça se fait pas en fait. Ouais, mais en fait le potentiel est pas énormissime, et donc c'est pour ça que ça s'est jamais trop développé. Il y a eu plein d'expérimentations, mais c'est jamais allé très très loin. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait sur un voilier de plaisance, t'as pas spécialement envie d'allumer un groupe électrogène quand t'es au milieu de l'Atlantique. Enfin, c'est pas pour ça que t'y allais. Et donc c'est pour ça que les énergies renouvelables, il y a beaucoup de gens qui sont assez sensibles aux énergies renouvelables dans le domaine de la voile. Et voilà, c'est pour ça que j'avais lancé ça, j'avais fait des protos, et au final la boîte, on avait arrêté la boîte parce que il y avait pas un énorme marché, c'était ça le problème justement, mais en tout cas c'était intéressant. Après il faut vendre ça à, je sais pas moi, à l'époque il y avait du four, Plastimo, je sais pas qui, mais il faut les vendre à eux, quoi. Mais après c'est faut y aller, quoi. Ouais, bah j'étais encore un peu jeune et un peu rêveur, et du coup j'étais beaucoup attiré par le produit, mais le potentiel business de cette idée était pas énorme parce que d'un point de vue marché, tu vas pas pouvoir en vendre des millions chaque année. Bon, en faisant un jeu de mots pourri, tu t'es rangé des voitures pour aller chez Peugeot, c'est ça? C'est ça. Et donc là tu rentres salarié, et tu bosses sur quoi? Ouais. Donc moi je bossais sur la modélisation, et l'idée c'était donc tu le sais, il y a un grand challenge chez les constructeurs, c'est de réussir à baisser les émissions de carbone, et donc moi c'était un sujet qui me passionne, et donc comment passer d'une voiture qui fait 10 litres au 100 à une voiture qui fait que quelques litres au 100, et jusqu'ici il y avait beaucoup d'optimisation sur le moteur seul, mais il n'y avait pas vraiment d'optimisation globale en fait, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est utilisée par les voitures maintenant, qui sont pas juste pour la propulsion, mais pour tout le réseau de bord électrique que tu utilises dans la voiture, pour tout le chauffage, pour toute la climatisation, et pour le freinage aussi. Et donc l'idée c'est que moi je travaillais sur toutes ces autres optimisations pour réduire l'impact d'un véhicule, l'impact carbone d'un véhicule. Et donc comment faire en sorte que le chauffage consomme moins d'énergie, que la clim consomme moins d'énergie, le tout au global. Enfin, c'est en ce moment, alors je sais pas à l'époque, mais c'est hyper à la mode parce que ils ont forcé les constructeurs aujourd'hui. Alors moi, je pense, je sais pas, peut-être Peugeot c'est peut-être un peu différent, mais tu prends une boîte comme Porsche, je sais plus combien c'est les taxes aujourd'hui, mais ça te 20-25 000 euros à une taxe carbone. Ouais. Ils sont obligés de sortir de l'hybride, ils sont obligés de faire attention. Et ça, c'est des trucs qu'ils ont commencé à maîtriser. Des boîtes comme Audi, ils ont commencé à maîtriser le carbone. Ou Citroën ou Renault, etc. Mais aujourd'hui, ils sont forcés maintenant. Alors maintenant, il y a l'électrique, ce qui signifie que, oui, effectivement, même tu changeais, même, je pense que même en changeant pas la déco, mais les spoilers et compagnie, il y a une incidence carbone, quoi. Si tu mets, Ouais, il y a plein de petites choses en fait qui ont une incidence carbone, et c'est là où en fait les constructeurs français, donc il y a ces PSA et Renault, ont leur carte à jouer, parce qu'en fait les Français sont plutôt bons sur les problématiques justement d'optimisation énergétique, là où les grosses voitures allemandes vont pas forcément être très très fortes. Non, mais même en termes d'électrique, avec la Zoé et tout ça, ils ont joué une carte quand même. Ouais. Ils ont joué une bonne carte. Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, tu as sur l'automobile, après on parle d'autres choses, mais tu as finalement il y a un renouveau en fait. Tu as le carbone évidemment, tu as l'autonomie. L'autonomie au sens voiture autonome, et l'électricité qui est électrique. Il faut tout. C'est vrai qu'il y a un changement du parc automobile qui est démentiel. Alors après, moi j'imagine que l'État à un moment va se mêler en disant ok, il y a plus de voitures essence, on va commencer à taxer l'électrique, mais ça ils vont quand même perdre beaucoup d'argent, quoi. En fait, il faudrait réussir à plus subventionner, et moi je suis pas non plus convaincu du tout électrique, et justement il y a un vrai enjeu aussi de toutes les voitures qui utilisent de l'essence, de juste faire baisser aussi leur consommation d'essence, parce que le tout électrique ça fait partie de l'avenir, mais aujourd'hui c'est pas encore prêt. Il y a des problèmes de batterie en fait, où il y a un clair manque d'autonomie pour l'instant, l'infrastructure n'est pas en place, et du coup le tout électrique n'est pas pour moi la solution à court terme. Alors après on va parler d'autre chose. Moi j'ai une hybride,
Franchement, je préfère conduire aujourd'hui en électrique quand c'est agréable. Bah, Maintenant, plaisir, il y a vachement de plaisir. Maintenant, quand tu descends, tu fais Paris, Marseille pour aller sur la côte et que tu as déjà 20 minutes pour avoir une pompe à essence qui dure 3 minutes le plein, si tu dois attendre une demi-heure un plein, effectivement, les structures sont pas là, quoi. Ouais, l'infrastructure n'est pas en place. Et après, justement, je trouvais que Tesla était très fort en fait sur redorer l'image de l'électrique. Et nous, c'est un peu dans une autre mesure un peu ce qu'on a essayé de faire. C'est que justement, il y a 5-10 ans, les gens voyaient à chaque fois l'électrique comme la petite voiture pas terrible et on achète une électrique parce que voilà, on n'a pas la puissance un peu du thermique. Et Tesla a vachement réussi à redorer l'image de l'électrique. Donc 3 ans chez McKinsey, donc du conseil. Toujours dans la partie à peu près ? Toujours, pardon ? Dans quelle partie tu faisais quoi comme conseil ? Moi, je faisais du conseil en stratégie. Mais sur des entreprises de l'industrie. J'étais dans l'industrie de manière générale. J'ai travaillé notamment dans la food, mais aussi un peu dans d'autres domaines. Et j'étais à chaque fois, très souvent par contre, sur des stratégies de croissance. Comment aider une entreprise à croître plus vite. J'ai aussi essayé d'être beaucoup sur des sujets environnementaux. J'ai travaillé pas mal sur les sujets de batterie aussi, de comment améliorer, comment accélérer en fait les réductions de coûts un peu des batteries électriques pour réussir à faire en sorte qu'elles se développent plus. Et moi voilà, j'aimais beaucoup tous les sujets de croissance. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup fait ça là. Donc tu rencontres Cédric Meston, ton associé. Ouais. Et puis, au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe ? T'as fait le tour ? T'as eu Bon, donc évidemment, au bout de 3 ans, vous allez partir pour créer les nouveaux fermiers. Explique-moi un peu cette transition et pourquoi. Bah, la transition, c'est que justement, on rigolait beaucoup chez McKinsey en disant que c'est un peu comme une citadelle assiégée. Ceux qui sont dehors veulent rentrer et ceux qui sont dedans veulent sortir. Ouais. En fait, c'est une super école. Moi, j'ai appris énormément de choses là-bas. Et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que je pense l'un comme l'autre, on avait envie de se lancer un peu dans une aventure. On aimait tous les deux en fait beaucoup l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de liberté en fait à agir. On voulait tous les deux se lancer dans un projet qui a un impact positif sur l'environnement. Et on est convaincu, enfin je suis convaincu qu'on peut à la fois lancer un projet qui a un impact positif sur l'environnement et un projet qui soit d'un point de vue business fonctionne. Et voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que l'alimentation, c'est quand même une énorme part en fait de l'empreinte carbone des Français, ou dans le monde de manière générale. C'est 15% de l'impact carbone. Et du coup, on s'est dit, il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites justement dans les transports, dans le domaine de l'énergie, mais il y a presque rien en France qu'on fait pour baisser l'empreinte carbone de la nourriture, alors que c'est 15% du problème. Et c'est comme ça en fait, c'est par cet angle-là qu'on est arrivé sur ce qu'on fait aujourd'hui, donc de la viande végétale entre guillemets, parce qu'on s'est dit en fait, avec simplement une alimentation qui est végétale, on diminue un facteur entre 10 et 20 l'empreinte carbone d'un Français, juste en fait en consommant du végétal. Et on s'est dit comment aider les Français à consommer davantage de végétal. Et via le simili carné, en se disant un burger de viande, au lieu de prendre un burger de viande, on va prendre un burger avec du végétal. Quand on prend un hot dog, au lieu d'avoir une saucisse dedans, on a une saucisse végétale. Quand on fait des pâtes carbo, pareil. C'est marrant comme démarche parce que... Alors j'ai interviewé, je ne sais pas si on n'a pas parlé de toi d'ailleurs, j'ai interviewé Antoine Hubert d'Insect. Ouais, on le connaît. Qui a à peu près une démarche comme ça sur l'empreinte carbone, etc. Mais... quand vous avez monté les nouveaux fermiers, de toute façon, tu savais quoi ? Tu avais quand même Beyond Meat et Impossible Burger qui existaient déjà ? En fait, en France, quand on s'est lancé, il y avait à peu près rien. Ouais. Et on s'est lancé un peu en même temps que Beyond Meat arrive en France et que Nestlé avec Herta Végétal augmente un peu sa gamme aussi. Impossible était interdit en France et l'est encore aux dernières nouvelles parce qu'ils utilisent ils sont novel food. Ils utilisent des OGM, des ingrédients un peu controversés, donc pour l'instant, ils sont interdits. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que votre démarche, c'est évidemment de baisser l'empreinte carbone d'un mets qui est hyper consommé. Mais tu vois, quand j'ai préparé l'interview, j'ai pas trouvé cette info, mais je me suis dit peut-être trouver une alternative, un meilleur goût, quelque chose. Mais non, en fait, finalement, vous êtes appuyé sur
votre credo et sorti un support. Enfin, je sais pas comment, si tu comprends la question, quoi. Attends, vas-y, Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que vous vouliez absolument avoir cette volonté plutôt de baisser l'empreinte carbone et utiliser un média qui est le steak, plutôt que d'aller sur le steak pour une question de vegan ou de croyance, etc. Quoi, tu vois. Exactement. Nous, on est vraiment arrivé par l'angle environnemental. Voilà, c'est ça. On est complètement arrivé par cet angle. Après, on s'est rendu compte aussi que bien sûr, en fait, la viande il y a le sujet du bien-être animal qui est évident, et il y a le sujet de la santé humaine aussi qui est évident. À la fois d'un point de vue direct, c'est complètement démontré que les excès de viande ont des effets néfastes. Les reportages sur Netflix qui sont édifiants, quoi. Voilà, exactement. Ça a vraiment un effet néfaste sur la santé, que ce soit cancer, maladie cardiovasculaire, tout ça. Mais il y a aussi les effets indirects, qui sont les zoonoses. Le fait en fait d'avoir des animaux en élevage intensif qui sont confinés les uns sur les autres, ça crée des maladies. Et donc le Covid, c'est à peu près sûr que le Covid c'est une zoonose, mais sinon t'as la grippe aviaire, t'as Ebola, H1N1, tout ça c'était des zoonoses qui viennent en fait de l'élevage intensif. Donc nous on était convaincus qu'en gros il faut baisser notre consommation de viande. Il faut baisser notre consommation de viande. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur le steak végétal. Ok, vous vous dites donc, allez, on quitte McKinsey, il faut qu'on fasse baisser il faut qu'on contribue à faire baisser cet impact, il faut qu'on améliore le bilan carbone. Ok, vous avez hésité, c'était le steak automatiquement, directement ? En fait, ma question, c'est de savoir, je vais préciser, puis après je vais te dire où je veux aller. Ma question, c'est de savoir si d'abord c'était le steak, et à partir du moment où vous choisissez le steak, comment vous arrivez à sortir un steak. C'est à peu près tout le cheminement. Comment vous avez cette combinaison, en fait. Voilà. Ouais. Dans l'ordre, le tout début, déjà, c'est une rencontre entre Cédric et moi. Donc ça match. Et ça match. On se dit, on va lancer un truc ensemble. Et ça, je pense, c'est le point un peu fondateur déjà numéro 1. Parce que quand l'équipe, c'est super important. Après, on est arrivé du coup justement sur cette idée d'environnement. Et après, c'est allé très vite. On s'est dit, on a vu le steak végétal qui existe aux États-Unis. Dans les quelques minutes qui suivent, on a appelé un pote qui est justement vegan depuis assez longtemps, qui connaît très bien ce monde-là, et qui nous a dit tiens, vous pouvez aller déjeuner là tout de suite dans tel restaurant qui distribue justement un des steaks américains. On est allé juste après goûter dans le restaurant. On a goûté ce steak et on s'est dit c'est pas mal. Il faut l'améliorer. Comme tout le monde, hein. Il faut l'améliorer, mais c'est pas mal. C'est un peu trop gras, c'est un goût un peu trop fort qui nous plaît pas. Mais ça, on s'est dit, c'est des choses qu'on peut changer. Et c'est juste après ce déjeuner. Et donc en fait, c'est en 2-3 heures. On s'est dit, c'est super, faut creuser cette idée et on va se lancer. Et après voilà, on a pris je pense qu'on a pris un mois un peu de maturation. En fait, on a beaucoup creusé, on a goûté. Il y a pas tant de tant de choses qui existent en fait. On a goûté des choses à l'étranger. Et en fait, aux États-Unis, il y a plus de choses, aux Pays-Bas, il y a plus de choses, en Allemagne aussi. Donc on a goûté un peu tout ce qui se faisait et on a trouvé du coup des pistes intéressantes et on s'est dit notre constat c'était qu'en fait il n'y en avait aucun qui nous plaisait tant que ça d'un point de vue gustatif. Donc on disait il faut améliorer les choses. On va travailler avec des chefs français en fait pour améliorer le côté gustatif. Et il y avait le sujet santé aussi, où il y avait beaucoup d'entreprises qui utilisaient des produits un peu pas super clean ou qui faisaient des produits aussi très gras. Et donc on s'est dit il faut travailler sur le côté santé. Donc il va falloir s'entourer de nutritionnistes et c'est comme ça en fait qu'on a démarré. Et après on a rencontré Guillaume Leguet qui était très fort justement, qui est un profil très agro, avec qui en fait on a construit les premières protos de steak. Et une fois et après plusieurs semaines d'essai, on est arrivé sur un proto qui commençait vraiment à nous convaincre, et c'est là que tout s'est accéléré. Mais du coup, entre l'idée et le premier proto qui commençait à nous satisfaire, il s'est passé 2-3 mois. Combien d'itérations ? Parce qu'on peut presque appeler ça une itération, quoi. Alors, par rapport au steak qu'on a aujourd'hui en vente, c'est plusieurs milliers d'itérations. Et on est des malades de l'itératif. En fait, on faisait ce qu'on appelle des combats de steak. Et où on préparait 4-5 steaks qui étaient un peu différents les uns des autres. Vous-même, tous les deux ?
Ouais, tous les trois. Avec le gars, ouais. Et donc on faisait comme ça plusieurs versions de steak et on demandait à des gens de venir goûter et de nous dire lequel était leur préféré. Et à partir de là, on gardait le steak gagnant, et on retravaillait le steak gagnant, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et les premiers steaks étaient vraiment pas terribles, mais au bout de plusieurs centaines et quelques milliers de tests, ils étaient très bons. Alors tu vois, quand on prend des produits totalement classiques, des fois on regarde les compositions, ça fait presque peur. Les compositions, etc. Vous, c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire comment t'expliquer. Vous avez, quand on prend, alors je sais pas moi, le steak ou je parlais à Cédric tout à l'heure je crois que j'ai goûté des brochettes teriyaki, non, je sais plus, c'est des brochettes. Ouais, les nôtres, bon. Tu veux dire? Ouais, les aiguillettes. Ouais. Les aiguillettes, c'est très bon aussi. Mais quand tu regardes la composition, évidemment, c'est que du naturel, mais c'est improbable. C'est-à-dire les ingrédients sont, alors je sais plus, j'ai plus les ingrédients en tête, mais il y a du pois, etc. C'est complètement improbable. Qu'est-ce qui fait que peut-être vous allez mettre, je sais pas moi, du safran ou peut-être ou des choses, des trucs, je sais pas. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, c'est de la chimie en fait? Alors, c'est pas de la chimie, c'est de l'assemblage et du process. En fait, la base du produit, c'est la protéine végétale. Et donc, c'est ça qui nous permet d'être aussi riche en protéines que la viande. Et c'est ça qui donne la texture, en fait, du produit. Et du coup, on travaille à chaque fois avec des légumineuses. Donc, typiquement du pois. On utilise aussi du soja ou du blé ou de la fève. Du coup, tout le temps sans OGM, bien sûr. Et qui viennent de France ou d'Europe. Et donc, ça te fait la base. Après, on rajoute des huiles végétales. Donc, tu as du colza, de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Ça, c'est ce qui aide à donner du juteux. On a développé après plusieurs brevets en fait qui nous permettent de faire en sorte que le gras se sente en bouche et donne beaucoup de juteux, sans pour le coup en mettre trop et sans mettre des gras saturés qui sont le gras qui est pas très bon pour la santé. Après, on a tout ce qui est arôme naturel. Et donc ça, c'est des végétaux fermentés typiquement. Et c'est ça qui donne le goût, enfin l'illusion du goût de la viande. Et en fait, c'est un peu comme en vin où t'as un profil aromatique. Quand tu manges quelque chose, t'as plusieurs molécules en fait que tu vas sentir aromatiques. Et donc, tu vas avoir la note d'attaque qui arrive au début, t'as la note dominante, t'as la note un peu qui rémane après, qui reste en bouche. Et tout ça, c'est des notes un peu différentes. Et nous, on vient reproduire en fait chacune de ces notes pour s'approcher le plus possible avec des combinaisons du coup de végétaux, s'approcher du goût de la viande. Oui, mais il faisait quoi le troisième gars là? Tu me l'as dit tout à l'heure. Lui, il était ingénieur agroalimentaire. Donc, si tu veux, je sais pas comment ça marche dans ce métier, mais si je devais créer un parfum, il y a ce qu'on appelle les nez. Ouais. Et donc tu prends un nez et le type il va ou alors un œnologue, enfin par exemple il va te dire dans tel vin il y a je sais pas moi de la banane, du machin, etc. Là, vous êtes quand même des ingénieurs, certes, mais t'es pas meilleur en cuisine que moi parce que t'es ingénieur, en fait. Voilà. T'es pas chimiste. Donc, vous devez résoudre le problème du goût. Vous devez résoudre le problème effectivement, que ça reste en bouche parce que ça peut partir direct et c'est pas bon. La texture, la cuisson, l'aspect. C'est-à-dire que tu peux avoir un super steak qui est super bon, mais il est orange. Ou il est vert, quoi. C'est ça, c'est incroyable, quoi. Sans mettre de colorant, on est d'accord. Hein. Exactement. De la betterave. On a de la betterave pour faire la couleur. Et exactement. Et du coup, ça, c'est un travail en fait qui est à la frontière entre. T'as une partie en fait qui est en laboratoire entre guillemets, avec nos ingénieurs agronomes là que tu vois ici. Et t'as une autre partie qui sont des gens du monde de la cuisine. Et on travaille avec beaucoup de chefs. Et justement, nous, une rencontre qui a été importante aussi, c'est la rencontre avec Éric Bouchenoir. Qui était l'ancien bras droit de Joël Robuchon, qui était meilleur ouvrier de France. Et lui, justement, on voulait absolument lui faire goûter les produits pour qu'il nous donne des conseils. Et au tout début, il voulait pas du tout. Il disait que ce qu'on faisait, c'était de la merde, qu'il avait goûté avec Monsieur Robuchon, tout ça, qu'il n'aimait pas. Et on a fini par réussir à le convaincre de goûter. Il a beaucoup aimé. Et pas forcément toutes les premières versions, mais donc c'est pour ça qu'on les a retravaillées avec lui. Et nous, c'était très important. Et donc, tu vois, typiquement, quand on a lancé les merguez, on a beaucoup travaillé avec ce chef pour réussir, parce qu'en fait, ce qui fait le goût de la merguez, ça va être les épices. Et du coup, en travaillant les épices, tu arrives à retomber dans l'univers merguez. Et ça, les chefs ont énormément d'expérience sur le goût et ils savent du coup très bien t'aiguiller sur tiens, prends plutôt telle épice plutôt que telle autre. Pour la texture, fais un peu plus de ça, un peu moins de ci. Et c'est pour ça qu'en fait, on a beaucoup travaillé avec l'univers de la gastronomie.
Non, mais c'est vrai que même de toute façon en cuisine traditionnelle, quand ils vont mélanger du sucré, du salé, enfin des éléments, des ingrédients un peu improbables, c'est sûr que ils ont peut-être une expérience de goût qui font que, oui, bien sûr. Bon, vous faites pas mal de produits, on va y revenir, mais ça me semble quand même moins compliqué à faire des nuggets ou une merguez qu'un steak. Pour moi, c'est le steak le plus compliqué, quoi. Alors, par l'aspect, je parle. Ouais. Chaque ingrédient, chaque produit a un peu ses propres difficultés. Le nugget, c'est pas si simple que ça, parce que le nugget, en fait, faut que tu réussisses à avoir du gras en bouche sans en mettre trop. Et il faut bien réussir à l'intérieur du nugget, il faut bien réussir à l'extérieur du nugget. Il faut bien réussir à faire en sorte que la panure reste accrochée aux nuggets. Ouais, c'est vrai. Et donc il y a quand même beaucoup de complexité. Le steak, en fait, là où c'est plus dur, c'est qu'en fait il y a plus de concurrence aussi. Et du coup, les gens sont plus exigeants sur le steak parce qu'il y a plus d'alternatives au steak. Mais pour nous, honnêtement, chaque produit est venu avec son lot de difficultés. Le steak en premier, entre le moment où vous êtes dans la cuisine et que vous sortez, vous faites vos combats de steak, et le moment où vous êtes ready pour vendre, il se passe combien de temps ? Aujourd'hui, maintenant, il se passe plutôt 2 ans, entre guillemets, parce qu'on a commencé depuis longtemps. Mais au tout début, c'est allé assez vite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a... Comment dire ? Au tout début, c'était plutôt 6 mois. Mais c'est parce qu'on a énormément tout parallélisé. Et donc, on a parallélisé le travail de recherche et développement avec le travail à l'usine pour faire en sorte que ça tourne, avec les ventes. Et où au début, on avait tendance à vendre avant que le produit soit complètement fini, et les clients acceptaient ça, et avec tout le marketing préparé en amont. Et du coup, c'est ce qui faisait que nous, en 6 mois, on a été prêts au début, là où un Nestlé ou un Danone met plutôt 3-4 ans pour développer un nouveau produit. On a été très 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 rapide en fait sur le début, à beaucoup paralléliser. On a pas mal travaillé à son moment. Vous étiez combien à l'époque ? À l'époque, on tenait sur les doigts de la main. Donc, entre le moment où vous commencez à avoir un semblant de goût, de projet, de texture, etc., et le moment où je vais le retrouver, alors peut-être pas chez Monop, mais au moment où je vais le retrouver online à vendre, il se passe à peu près 6 mois. Ah non, Voilà, c'est ça, c'est cette question. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu une autre chose dans l'équation, il y a eu le Covid. Parce que là, on parle de quelle année, là ? C'est 2000... Ouais, nous, en fait, on a lancé la boîte en 2019. Ouais. Notre commercialisation était en mars 2020. Et donc, notre lancement commercial, c'était le lundi du confinement. C'était vraiment, on avait pile choisi. C'était online, d'abord. Le lundi. Non, justement, en fait, on a dû changer. Le plan, c'était le lundi du confinement d'arriver en grande distribution et en restaurant le même jour et de faire un gros coup. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, pouf, il y a eu le confinement qui a été annoncé le même jour. Et donc tout s'est arrêté. Donc les restaurants, c'est mort. Tout s'est arrêté. Restaurant, c'est mort. Et grande distribution aussi, parce qu'à ce moment-là, ils nous ont dit, écoutez, vous êtes mignons, mais en fait, on va se concentrer sur les pâtes et ce qui tourne bien, et on va pas lancer une innovation maintenant. Et du coup, en fait, tout s'est arrêté, et c'est pour ça que finalement, on a pivoté entre guillemets et qu'on s'est dit, on se lance en e-commerce. Et on a lancé un site de e-commerce en quelques jours pour arriver à faire connaître en fait nos produits et à les envoyer à plein de personnes. Et du coup, au début, c'est comme ça. Au début, on s'est lancé du coup online, au final. Et c'est que 2 mois après où on est finalement arrivé en grande distribution et en restaurant. D'accord. Tu vois, c'est marrant parce que je pensais que c'était plus vieux. Ouais, non, ça, on commercialisation mars 2020. Quand vous avez cette idée de vouloir améliorer l'impact carbone, en ligne de mire, vous commencez par le steak, vous avez d'autres... Alors, bien sûr que en réfléchissant, tu te dis, voilà, mais... tu disais, on a paralysé tout ça. Vous avez vous avez appris sur le steak et ensuite vous avez dit, allez, on attaque les nuggets, on attaque les aiguillettes, ou comment ça s'est passé en fait ? Vous avez mené les 10 combats d'un coup ? En fait, on a pas mal paralysé parce que la recherche et développement, il y a beaucoup de hasard aussi. Et par exemple, la saucisse,
on l'a inventé en voulant faire du steak. C'est marrant, en fait, on avait un steak où on trouvait la sérendipité presque. Hein. Et comment ? La sérendipité presque, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, on trouvait une texture qui était intéressante et on s'est dit bah non, ça c'est pas très bon pour faire du steak. Par contre, pour faire de la saucisse, ça va être génial. Et du coup, tu sais pas toujours un peu ce que tu trouves. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Et oui, clairement, on a clairement parallélisé au début. Et pour toutes ces textures, etc., est-ce que il y a des ingrédients que vous mettez qui trompent le cerveau ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il y a ça, c'est beaucoup les... Enfin, t'as deux choses en fait. T'as une partie en fait sur les arômes. Et les arômes végétaux, c'est ça en fait qui trompe un peu le cerveau, qui t'emmène dans un univers carné alors que c'est pas de la viande. Et sinon, on joue beaucoup avec les épices. En fait, il y a beaucoup d'épices qui te font penser au goût de la viande alors qu'il n'y a pas de viande. On en parlait tout à l'heure, les merguez. Si tu mets du piment de Cayenne, ça te fait penser direct à la merguez alors que c'est du piment de Cayenne. Il y a un autre truc aussi, c'est le fumet. Pour les lardons, par exemple. Quand le porc, en fait, il y a beaucoup de choses de porc qu'on mange où en fait, tu as l'impression que le goût fumé, c'est le goût du porc. Mais en fait, non. C'est juste que quand on fait des lardons, un lardon de viande, il est fumé et du coup, ça donne un goût spécifique. Et c'est pour ça que nous, on arrive à reproduire exactement ce goût-là parce que c'est pas le goût du porc, en fait, c'est le goût du fumé. Et ça, on peut mettre un goût de fumé sur du végétal autant qu'on met un goût de fumé sur de la viande. Un hot dog de porc ou un hot dog de poulet, c'est plus la texture qui compte que le goût presque, parce que la saucisse, tu ne te rends pas compte. La saucisse de Francfort, tu te rends pas compte vraiment, quoi. De toute façon, à mon avis, c'est tellement de la merde déjà que bon. Exactement. C'est pour ça que typiquement dans les burgers, c'est là où quand on est en restaurant où on trompe le plus, et il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils mangent notre burger, c'est un burger de viande. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, où ça nous arrive régulièrement que les gens renvoient le plat en cuisine en disant maintenant vous vous êtes trompé, vous avez mis un burger de viande, alors que non, c'est pas de la viande. Et récemment, ça nous est arrivé aussi sur France 2. Il y a une journaliste qui a goûté notre nuggets et elle a dit voilà, donc ça c'est la version viande et maintenant on va goûter le végétal. Et elle s'est trompée. C'était l'inverse. C'était une super pub. Celui qu'elle a cru qui était de la viande, c'était le nôtre. Oui, les gens se trompent souvent. Comment vous financez tout ça ? On avait fait des levées de fonds. Et donc c'est surtout des anciens entrepreneurs. En fait, on a Adrien de Chamfray qui avait cofondé Sushi Shop. Il y a Philippe Cantet qui gérait Innocent, les jus de fruits en France. C'est une belle réussite ça aussi. Ouais, exactement, très belle réussite. Il y en a d'autres un peu moins connus. Et c'est ça qu'on aimait bien un peu avec les réseaux d'entrepreneurs, c'est que c'est des gens qui... le risque en fait quand on est entrepreneur, c'est d'être un peu trop dans la théorie et de faire beaucoup de projections, de se dire tiens les choses vont se passer ainsi et comme ça, alors que dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Mais les anciens entrepreneurs sont souvent des gens assez pragmatiques. McKinsey, ça vous a aidé ? Oui, mais le piège un peu qu'il peut y avoir chez quelqu'un qui allait dans le conseil avant, c'est d'être très théorique et c'est important d'être aussi pratique. Votre premier salarié, c'était qui ? Donc c'est Guillaume Leguet, celui qui gère aujourd'hui l'équipe recherche et développement. Combien vous êtes en tout là ? Là, on est une petite cinquantaine maintenant. Quand j'ai écouté le dernier truc que j'ai vu, vous étiez 35 il n'y a pas longtemps, mais ça va vite. C'est ça. Et Guillaume, en fait, le recrutement, c'est parce que j'avais contacté à peu près 500 personnes avant de le recruter. On est assez exigeant sur les recrutements. Et je l'ai contacté un dimanche soir. On s'est rencontrés le lundi midi dans un café et on l'a recruté le lundi soir. Et quand vous faites votre chimie, votre tambouille, je sais pas, vos combats, est-ce qu'à un moment vous dites on va pas y arriver quoi, ou alors cette chance que vous avez eu à un moment où tu dis à un moment on a trouvé la texture de la saucisse par rapport au truc, à un moment tu penses que vous avez de la chance, là on est dans un cas où peut-être que la chance peut compter si tu trouves l'ingrédient en te trompant, voilà. Il y a pas de... Nous, ce qui est important, en fait, c'est de surtout pas sortir sur le marché un produit qui va pas être bon. Parce que si un produit est pas bon, les gens vont en parler négativement et après, ça, voilà, on n'est pas dans un bon cercle vertueux, on va dire. Après, bien sûr, en R&D, il y a beaucoup d'échecs, entre guillemets, et c'est pas grave du tout. Il y a plusieurs fois où effectivement on travaille sur des développements, ça prend plus longtemps que prévu, ou finalement on se redirige vers quelque chose d'autre. Et ça, c'est pas du tout un problème. Le lardon, par exemple, on a eu plein de problèmes
qu'on n'avait pas anticipé sur la découpe des lardons. Parce que les lardons végétaux, ça se découpe très différemment d'un lardon de viande. Mais c'est ça qui met un peu d'épices dans le job. Ouais. Alors, si on parle des produits, quel genre de produits vous proposez ? Au niveau des produits, donc on a des steaks végétaux, typiquement que tu peux prendre dans des burgers. On a des aiguillettes qui vont bien en curry ou en sandwich, ou qui sont chez Pokawa par exemple. On a des nuggets dont on parlait, merguez chipot, qui ont super bien fonctionné pendant la saison des barbecues. C'est le premier où on est parti en rupture de stock. C'est marrant, parce que j'avais pas l'impression que les chipolatas, par exemple, ça existe ailleurs, non, si ? En végétal ? Ouais, on était les premiers à lancer des merguez et chipolatas végétales. Et il y avait une demande justement. Et c'est pour ça que ça a fait un carton, parce qu'on était les seuls dans les magasins. On est arrivé au moment de l'été où en fait tout le monde se disait tiens, la merguez ou la chipot, c'est pas le meilleur de la viande qui part en général en merguez et chipot, du coup pourquoi pas prendre une version végétale. Et du coup on est moins gras, on a plus de protéines, on est beaucoup plus sain qu'une merguez ou une chipot classique. Et le petit dernier, c'était les lardons. Les lardons, pour nous, c'était un produit aussi assez emblématique, parce qu'en fait on a réussi à faire un lardon qui est super sain, qui a 6 ingrédients. Donc on arrive à avoir moins d'ingrédients que dans un vrai lardon, parce qu'il y a plein d'additifs dans un vrai lardon. On a 3% de matière grasse par rapport à une vingtaine de pourcents de matière grasse que dans un lardon classique. On a plus de protéines que dans un lardon classique. Et du coup, pour nous, c'est un exemple de produit très emblématique, parce que du coup, on est à peu près au même prix que la viande. On est bien meilleur d'un point de vue santé, d'un point de vue goût. Nous, on trouve que c'est meilleur. Combien ça coûte deux steaks, par exemple ? Enfin, une pochette de 2, c'est une pochette de 2 que vous vendez. Les steaks, on a un peu moins de 5 € les 2 steaks. Je sais pas, et 2 charal, ça doit coûter quoi ? Ça doit coûter ça, non ? Ouais, à peu près ça. Du coup, on est au prix. En fait, on se retrouve au prix de la viande de bonne qualité. C'est sûr que la viande premier prix, on va être plus cher au prix de la viande de bonne qualité. Et du coup, selon les produits, on est entre 3,50 € et 5 €. Et pas de boulettes, par exemple. Alors, ce qu'on appelle aux États-Unis les meatballs, mais vous n'en avez pas, vous ? Alors pour l'instant on n'en a pas. Effectivement, c'est un produit qu'on pourra faire un jour. Et pour l'instant on n'en a pas. Ouais. Et pas de surgelé ? Alors on vend pas encore en surgelé. Mais de la même manière on pourra y arriver un jour. Nous, le rayon frais en fait était intéressant pour nous, parce que c'est là où il y a le plus de passages. On découvre les produits Puis l'emballage est sympa, franchement. En frais. Sympa, Et on aime beaucoup l'emballage. Non, les emballages sont sympas. En plus, il y a de l'humour dessus. Je sais plus ce que je mangeais la dernière fois, et j'avais, je crois que c'est les nuggets, justement, les nuggets. C'était, on vous conseille pas de les mettre au four, mais bon, si vous voulez quand même les mettre au four, ça sera 3 minutes, un truc comme ça. Enfin, il y avait un peu, il y a vraiment, il y a de l'humour en fait sur les trucs. Il y a un ton sur l'emballage qui est sympa, quoi. C'est ça. C'est notre humour pourri. Et on le revendique. Non, mais c'est vrai. Exactement. La preuve, j'ai remarqué, ouais. Mais c'est exactement ça, parce que les nuggets, en fait, c'est possible de les faire au four, mais c'est quand même vachement meilleur à la poêle ou en friture. Alors moi, je l'ai fait. J'ai une friteuse sans huile à la maison. Ça marche super bien. Ça marche super. Et tu les mets dedans avec les frites. Tu mets une cuillère d'huile. Tu fais tes nuggets et tout dedans, et ça marche super bien. Faudra qu'on essaie. J'ai jamais essayé à la friteuse sans huile. Tu vois. Ouais, franchement, tu vois, comme quoi, voilà. Tu vois, je reviens sur l'histoire des surgelés. Ouais. Les 3/4 des steaks que je prends à la maison, c'est des steaks achetés au rayon surgelé, parce que je les voilà. Ouais. Pourquoi vous faites pas c'est une contrainte, le surgelé? En fait, c'est juste multiplier les packaging. Parce que c'est des packaging du coup différents. On le fera un jour, clairement on le fera un jour. Par contre, aujourd'hui, on vend déjà en surgelé en e-commerce en fait. D'accord. Si tu commandes sur notre site, on va te livrer au kilo. Donc c'est un peu moins cher, mais du coup c'est du surgelé. D'accord. Et donc tu as un chrono fraîche ou un truc qui... Exactement, qui arrive chez toi. Ouais. Ok. Alors, je donnais mon avis, je vais le donner, donc on en a parlé, mais je l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce que j'ai goûté? J'en ai profité pour regoûter. Donc le steak, c'est bluffant, et comme je te l'expliquais en off, moi il m'est arrivé un truc, mais même chez vous ou ailleurs, moi je me suis retrouvé un jour aux États-Unis chez Burger King, je me suis trompé, et en commandant un burger classique, j'ai commandé un Impossible Burger, même si on dit qu'effectivement c'est que ça, et je m'en suis rendu compte qu'après en fait. Ouais. Donc c'est vraiment, en termes de goût, c'est bluffant. Quelque chose que j'ai retrouvé, quand le steak est cuit, en particulier cuit, franchement, la texture, c'est même
Ben, moi, je trouve ça vachement bon. Par contre, il n'y a pas de notion de cuisson. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire forcément, il n'y a pas de saignant, d'appoint. Tu peux faire du bien cuit, c'est sûr. Mais il n'y a pas ce sang qui peut gêner. Donc, je pense qu'à un moment, ça doit être toutes les mêmes cuissons. Alors nous justement, il y a un peu de sang quand tu cuis notre steak normalement. C'est de la betterave, j'imagine, ouais. Un peu de sang, oui, du sang, de la betterave, on s'entend. Du sang de betterave, ouais. Sinon vous avez tout perdu. Ouais. Sinon on a un problème. C'est de la betterave avec un peu d'huile de tournesol en fait. Ouais. Et pour tout te dire, on dose la quantité de faux sang qui va sortir lors de la cuisson. D'accord. On travaille sur ça aussi, et donc c'est très délibéré la quantité de sang végétal entre guillemets que tu as à la cuisson. Et nous, effectivement, c'est plus difficile d'avoir cette notion un peu de saignant, à point, etc. Nous, on vise pour que ça fasse un steak qui est à peu près à point. Et on cherche à travailler le goût et le visuel d'un steak qui est cuit en étant à peu près à point. Alors ensuite, j'ai goûté les aiguillettes et les nuggets. C'est franchement, les nuggets, même les aiguillettes, c'est bluffant, quoi. C'est vraiment, Enfin, franchement, moi, je suis admiratif parce que c'est agréable. Et là encore, les aiguillettes, moi, je les ai goûtées juste comme ça, mais c'est vrai que si tu les prends et que tu les mets dans une sauce ou quoi, tu te casses. Enfin, c'est pas que tu te casses le nez. Bon, le but, c'est peut-être pas qu'on se casse le nez, mais c'est franchement, je prends autant de plaisir qu'autre chose, quoi. C'est exactement ça. Et justement, on aime bien en fait faire à chaque fois des pièges entre guillemets aux gens. Nous, la personne qui gère la production chez nous, quand on avait sorti les nuggets un petit peu avant, il les avait ramenés à la maison parce qu'il a 3 enfants. Il les avait ramenés à la maison, il avait fait le soir des nuggets. Il avait rien dit à personne et ses enfants et sa femme ne se sont pas rendus compte que c'était des nuggets végétaux. Et pour nous, c'était une sorte de validation que le produit peut être lancé parce qu'en fait, personne s'en était rendu compte. Et on fait à chaque fois, moi j'ai fait plein de fois le piège à des potes qui sont viandards, qui disent que nos steaks c'est pas des choses qui les intéressent. On fait un barbecue, je fais subrepticement cuire les steaks à la base steak de viande. Et voilà, dans un burger, il y a un petit peu de sauce, personne ne voit la différence. En même temps, le burger, alors ça dépend lesquels, mais un burger, quand tu as de la sauce et de la tomate, de la salade, la viande, c'est pas... Enfin, ça dépend comment tu la prends, mais ceux qui la prennent bien cuit, c'est mort. Après, si tu as le goût du sang, etc., mais bien cuit, après, c'est pareil. Hein, ouais. Et voilà. Et du coup, quel est l'intérêt du coup de mettre de la viande par rapport à mettre du végétal du coup dans un burger si on peut avoir un produit du coup qui va être meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement. J'ai une question aussi à te poser sur cette notion de viande. Pourquoi ça s'appelle pourquoi c'est pas un produit en fait? Pourquoi vous voulez absolument que ce soit de la viande? Enfin, je sais pas si tu vois Ouais. En fait, c'est une question comme les merguez d'ailleurs. On a l'autorisation. Enfin, vous avez l'autorisation de... Nous, en fait, le truc c'est qu'on aime bien ces appellations parce que ça explique bien ce que c'est. Et quand on dit merguez végétal, les gens comprennent que ça ressemble à une merguez. Mais t'as pas les mecs qui vous tombent dessus, les mecs qui font des merguez. Mais que c'est du végétal. Et effectivement, du coup, il y a eu énormément de lobbying de la viande. C'est des gens qui ont beaucoup de moyens. Ils ont plus de moyens que juste une start-up comme nous. Et donc, il y a une loi qui est passée il y a 1 an maintenant à peu près, qui vise à interdire ces appellations, mais qui n'est pas encore en application, parce que il y a une loi européenne qui est passée, donc ça c'est une loi française, il y a une loi européenne qui est passée en même temps, pour dire exactement l'inverse. Pour dire qu'en fait on avait le droit d'utiliser les appellations. Donc et du coup c'est un joyeux bordel. Et voilà, là les gens planchent pour écrire le prochain décret, pour dire justement les appellations qui seront utilisées, qui seront autorisées ou non. Et bien évidemment, on se mettra en règle avec la loi. Ça serait le bordel que vous perdiez l'autorisation d'appeler ça viande ou merguez? C'est plus facile. Non, mais c'est que c'est simple en fait, c'est que ça explique voilà, merguez végétale, ça ressemble à une merguez, c'est végétal. Ça explique simplement en fait ce qu'on fait. Et il y a des gens qui veulent mettre des bâtons dans les roues, ils peuvent, mais c'est pas ça qui va arrêter. C'est le sens de l'histoire, en tout cas, que le végétal se développe. C'est pas des changements de loi un peu comme ça qui vont freiner le végétal. Non, mais c'est vrai que quand on parlait de nuggets tout à l'heure, je sais plus, j'avais nuggets, je crois qu'en anglais ça veut dire pépite, ça n'a rien à voir avec. C'est vrai qu'il n'y a pas un goût, un truc, ça pourrait être. Steak, ça veut dire tranche. Ouais. Oui, tu dirais en même temps. Aiguillette, c'est une forme. Oui, en même temps, le steak de thon, c'est les tomates cœur de bœuf, les tomates cerises. Enfin, il y a énormément c'est énormément d'exemples. Alors, quand vous choisissez un produit, qu'est-ce qui est plus important
c'est la conjonction. Enfin, je pense que j'allais te poser la question, qu'est-ce qui est plus important, le goût ou l'aspect? Mais c'est obligatoirement la conjonction. Il n'y a pas de compromis possible, de consensus? Il faut tout, ouais. Il faut c'est compliqué quand même. Il faut l'aspect. Il faut déjà avoir envie de le manger. Si c'est pas joli, on va pas le manger. Et donc en premier, il y a l'aspect qui arrive au tout début. Après, il y a le goût. Et c'est à la fois le goût enfin les odeurs en fait qui sont relarguées quand on ouvre le produit, quand on cuit le produit, quand on mange le produit. Et après, il y a la texture évidemment. Et en fait, en bouche, il faut vraiment que ce soit juteux, que ce soit agréable. Et on travaille sur toutes ces composantes. Et pour le coup, il n'y a pas de priorité. On est obligé d'être bon sur tout. Pour nous, le plaisir en fait à manger les produits est essentiel. Et en fait, il faut que ce soit gourmand en fait pour que les gens aient envie d'en reprendre et que les gens en fait se mettent à manger plus de végétal. Oui, il faut pas simplement manger parce que ça fait du bien à la planète et parce que ça correspond aux convictions. Il faut prendre du plaisir, c'est sûr. Et nous, c'est exactement pour ça qu'on s'est lancé. C'est parce qu'en fait, les produits qui existaient nous plaisaient pas d'un point de vue gustatif. Ouais. Si on avait trouvé des produits sur le marché qui nous plaisaient, on ne se serait pas lancé. Parce qu'on se serait dit, c'est déjà fait. On l'a fait parce que justement, ça ne nous plaisait pas. Donc, si on fait un test à l'aveugle, tu me mets tes 2 ou 3 confrères, vous faites cuire les steaks, tu me bandes les yeux, j'ai une grande chance pour que le vôtre soit meilleur. On l'a fait, ce test. Oui, j'imagine. On l'a fait plein de fois. Et justement, à chaque fois, on sort assez haut la main. Et parce qu'on a passé énormément d'énergie sur le goût, sur la texture, sur les odeurs, sur le visuel. On utilise beaucoup d'ingrédients de qualité. C'est pour ça qu'on est un peu plus cher que la viande de base. Mais oui, pour nous, le goût, c'est numéro 1. C'est ça qui est fascinant. C'est comment une petite boîte qui démarre à 3, 5 ou 10 à l'époque peut arriver à tirer la bourre. Parce que je pense que des Beyond Meat ou ce que tu veux, c'est quand même des gros groupes, quoi. Ou même Nestlé. Tu parlais de Nestlé tout à l'heure. Comment vous arrivez? Vous mettez 6 mois, ils mettent 3 ans. C'est nos limites en termes de budget. C'est ça qui est fascinant dans une start-up, effectivement, c'est de se dire comment on arrive à tirer la bourre à des gros comme ça. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'en fait, une petite équipe de personnes motivées, une petite équipe de personnes très motivées peut faire énormément de choses en peu de temps. Et parce qu'en fait, quand vous êtes dans un grand groupe, il y a beaucoup moins de motivation à aller vite. Les gens sont beaucoup plus à moitié un peu dans leur travail. Alors que là, nous, en fait, c'est des gens, on n'a même pas l'impression d'être dans une entreprise. En fait, c'est un projet. C'est un projet où on a envie de démocratiser le végétal. Les gens sont tous entièrement alignés avec nous. On est tous super passionnés, on goûte les produits en permanence et c'est pour ça qu'on arrive à faire des produits qui sont super bons parce qu'on est super critique, toute l'équipe est fusionnée et nous il n'y a aucun silo entre la R&D, le marketing, le commercial, la production. Tout le monde est entièrement aligné sur un but et on est assez flexible, on est assez agile. On n'a pas de parti pris, on fait beaucoup goûter aux gens. Il y a plein de fois, on est allé sortir dans la rue pour faire goûter aux gens et on écoute ce que les gens pensent des produits. Et ça, c'est des choses en fait qu'on va pas faire dans un grand groupe. Dans un grand groupe, si vous êtes quelqu'un de la R&D, vous n'allez pas sortir dans la rue pour demander qu'est-ce que vous pensez de ce steak végétal. Nous, on le fait. Où on vous trouve ? Aujourd'hui, donc on a en grande distribution. Carrefour, Auchan, Géant Casino, Monoprix, Franprix, pas mal de Leclerc aussi, on arrive dans les intermarchés. T'as tous les restaurants, tous les restaurants, pas mal de restaurants, malheureusement pas encore tous les restaurants. On a 1000 restaurants à peu près. C'est en discussion. Et après, sinon, on est chez Paris-New York, Camion qui fume, Pokawa, l'artisan du burger. Plein de chaînes un peu iconiques. On arrive dans plein de brasseries un peu plus traditionnelles maintenant et en e-commerce. Mais pourquoi ce succès, en fait, même pas 2 ans pourquoi tu l'analyses. Le produit est bon, il n'y a pas de discussion sur ça. Mais qu'est-ce qui a fait parce qu'à un moment, c'est pas qu'un produit. Il faut du marketing, il y a le Covid qui vous met le bordel au milieu. Qu'est-ce qui fait ce succès, en fait ? Je pense, moi, la première chose, il y a une phrase justement que j'aime bien qui dit « Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Nous, c'était ça. On est arrivé pile au bon moment. En fait, on est arrivé pile au bon moment. On est arrivé en France à un moment où il n'y avait pas d'autres alternatives. Il y avait quelques produits, mais qui étaient un peu dégueulasses et du coup qui se vendaient pas. Et du coup, les clients étaient vraiment au rendez-vous parce qu'il y avait un besoin. Les gens demandaient d'avoir plus de végétal. On a plein de restaurateurs qui nous disaient, j'ai des clients qui me disent, c'est dommage qu'il n'y ait pas de végétal dans ton restaurant. Donc il y avait un besoin.
Et après, on a eu de la chance avec l'équipe. Et je pense que ce qui fait la différence au final dans une entreprise, c'est l'équipe. Et parce que tout le monde a un peu les mêmes objectifs in fine entre les différentes entreprises. Nous, on a une équipe qui est vraiment top. On est super fiers en fait de l'équipe qu'on a constituée. C'est des gens qui sont à la fois compétents et qui ont une super vibe. Et après, quand vous avez des bonnes personnes, ça attire les bonnes personnes qui attirent les bonnes personnes. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, ça marche plutôt bien. La production, donc l'offline, l'online, pardon, tu passes par un logisticien, j'imagine. Un logisticien, l'online, qui c'est qui expédie? Ah, l'expédition, l'expédition, on délègue, on n'a pas nos propres camions. Et du coup, on a des prestataires logistiques en fait qui viennent chercher à l'usine les produits et puis qui font la distribution dans toute la France. Parce que quand vous avez sorti donc le prototype, le vrai, le POC, ouais. À un moment, il a fallu trouver un fabricant, un industriel pour fabriquer en fait. Comment ça se passe? C'est pas c'est vos usines aujourd'hui ou c'est Nous, le challenge en fait au début, en fait dans les étapes un peu, t'as le proto qui est un peu le moment clé. Et juste une parenthèse justement sur le proto. Nous, la levée de fonds en fait habituellement, les gens vont voir des investisseurs avec des présentations sur ordi investisseurs. Nous, ce qui se passait, c'est qu'en fait, les gens nous disaient non, mais ça m'intéresse pas de voir ton deck. Je veux goûter. C'est le deck versus le steak. Ouais. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est que on venait en fait, on a fait énormément de réunions investisseurs où on arrivait avec notre poêle, notre planche en fait, parce que les gens avaient pas forcément de planche. Ouais. Notre planche, notre poêle, nos steaks, et on faisait goûter notre steak par rapport à des versions américaines. On leur demandait lequel vous préférez. À l'aveugle. Le test, voilà, c'est ça. À l'aveugle. Notre proto par rapport au steak américain. C'est sympa quand dans un bureau, parce que ce qu'il faut aussi préciser, c'est quand tu fais cuire ton steak, il y a autant de fumée ou presque qu'un steak normal, quoi. Ouais. Donc on a mis un peu d'odeur de steak dans pas mal de bureaux il y a 2 ans. Et en fait, c'est ça et du coup, on faisait goûter à l'aveugle. Et à chaque fois, en fait, les gens hésitaient ou ils nous disaient bah ouais, on préfère un peu le vôtre. Et même au pire, c'est arrivé 1 ou 2 fois qu'ils préfèrent l'autre. Mais ils hésitaient. Et du coup, ils hésitaient par rapport à des entreprises qui étaient très établies, qui avaient un steak qui était bien moins meilleur d'un point de vue nutritionnel. Et c'est ça qui fait qu'en fait, qu'on a convaincu des gens de nous rejoindre. Et après, tu as un deuxième challenge. C'est une fois que tu as réussi à produire dans ta cuisine un steak, il y a le challenge de passer de quelques kilos de steak à quelques tonnes de steak. Et donc là, il y a eu un gros travail en fait sur la partie production et usine. C'est un sujet en fait dont on parle jamais trop en fait de manière ouverte parce que en fait on a déposé plusieurs brevets. C'est ça qui nous permet en fait d'avoir un bon goût, une bonne texture et à la fois des bonnes valeurs nutritionnelles. Et du coup, c'est un peu le nerf de la guerre. Et du coup, on parle pas trop de notre modèle industriel, de comment on a trouvé les machines, comment on a trouvé tout ça. Parce que sans rentrer dans le détail, tu vas par exemple faire un steak qui fait 100 grammes, tu vas mettre, je sais pas moi, 3% de poids, 2% de machin, etc. Ouais. Donc si tu fais 1000 kilos, il faudra que tu fasses les mêmes pourcentages. Donc tu dois fournir la liste des ingrédients. Et ensuite, c'est toi qui fournis les. Après, je sais pas si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Enfin, tu me dis non. Hein. Mais c'est toi qui allais sourcer. Je sais pas moi, si tu prends un poids qui vient d'un truc, il faut que tu le livres au. C'est ça. Ouais, nous, on source tout. C'est pour ça qu'on a testé un peu tous les ingrédients possibles en fait qui existent en Europe. Je pense qu'on les a testés. Et il nous en reste encore, hein, mais on a testé énormément de choses. C'est nous qui faisons tout le sourcing. C'est notre process de production qui est breveté. Et c'est parce que c'est ce qui nous permet en fait de pas mettre beaucoup de gras et d'avoir beaucoup de protéines tout en étant juteux et pas sécos entre guillemets. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut produire entre 5 et 10 tonnes par jour. Donc si demain vous avez l'évolution que je vous souhaite, la production c'est un autre métier ou ou à un moment vous pourrez acheter une usine, faire une usine? Ouais, la production c'est notre métier. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le process de production est clé pour arriver au produit. C'est un peu, si tu veux, comme pour faire des blancs en neige. Si t'as du jaune d'œuf,
tu vas pas arriver facilement à faire du blanc-neige. Il faut qu'on te dise, bah tiens, il faut battre les œufs et c'est comme ça. Donc nous, c'est pareil. En fait, on a beaucoup d'ingrédients qui s'activent d'une certaine manière quand on vient les cisailler d'une certaine manière. Et donc la production est très liée en fait au type d'ingrédients qu'on utilise. Et donc c'est une des compétences clés dans nos équipes. Quand tu connais Anthony Bourbon, Feed ? Ouais, on le connaît. Ouais. Quand lui, il a sorti ses poudres, il s'est pris un tollé sur... moi, franchement, ça me saoule. Moi, ce patrimoine français qui est super agréable, mais ça me saoule du fait que cet immobilisme, on veut rien changer en fait. Voilà. Mais on peut évoluer quand même. Ça veut pas dire voilà. Est-ce que vous, on vous a taxé ? Est-ce que vous êtes mis derrière ? Bon, là, j'imagine les fabricants de viande peut-être, Fali Lobby, tu en as parlé tout à l'heure. Mais est-ce qu'on vous a pas dit putain, vous touchez au patrimoine, etc. quoi. Lui, il s'est pris. Enfin, je parle sur les réseaux sociaux. Attention, pas sur. Lui, il s'est fait défoncer, mais à un point. Ouais, complètement. Bah, en fait, je pense que les Français aiment pas trop qu'on innove sur la nourriture. Il y a un patrimoine, en fait, une gastronomie, un terroir, où en fait les gens sont super frileux. Et c'est clair que nous, en fait, tous les chefs en général, quand on allait les voir, à chaque fois, l'accueil est un peu froid. Et ce qui détend l'atmosphère, c'est quand on goûte. C'est pour ça que nous, on fait goûter le plus possible nos produits, parce que les gens changent d'avis quand ils goûtent. On a plein de gens qui disent oui, mais en fait, mais machin, ils goûtent. Ils aiment bien. Là, ils commencent à poser la question du coup, qu'est-ce qu'il y a dans les produits ? On retourne le pack, on explique qu'est-ce qu'il y a, et c'est là qu'on arrive à convaincre les gens. Et complètement, oui, au tout début, il y a toute la filière viande, où alors il y a des gens qui sont plus ou moins, qui sont plus ou moins accueillants, on va dire. Mais en fait, on veut présenter les choses en fait de manière positive, de montrer que le végétal en fait c'est une super alternative, qu'on peut se faire énormément plaisir en fait en mangeant du végétal. C'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour la santé. Et en plus, il y a un énorme potentiel en fait pour la France de devenir un champion du végétal. Parce qu'en fait en France, on a tous les ingrédients qu'il faut. On a les bonnes légumineuses. On a du pois notamment qui est génial. On a une filière pois qui est super intéressante en France qu'il faut développer. On a toutes les huiles, on a de la betterave en France, on a tous les ingrédients. Et la France est plutôt forte aussi en recherche et développement et en agronomie. Et donc il y a vraiment tout en France pour faire un champion, pour faire des champions du végétal. Quels sont t'as aligné tes prochains produits si c'est pas secret ? On parlait je sais pas, burger, un vrai burger avec le pain et tout, c'est possible ? Alors nous on reste sur la partie produit, vraiment sur le produit. Donc on va faire la viande végétale, et donc c'est plutôt le restaurant ou le consommateur à la maison qui va faire son burger. Nous on travaille à chaque fois en parallèle sur plusieurs concepts. On a pas mal travaillé en fait récemment sur le porc, en fait avec les saucisses et avec les lardons. Parce que le porc, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des vrais problèmes de santé sur la viande de porc. Il y a beaucoup de gens qui essayent de diminuer leur consommation de viande de porc aussi. Il y a un vrai sujet sur l'environnement, il y a un énorme sujet sur le bien-être animal. Et c'est pour ça que le porc, pour nous, est une gamme très intéressante. Et l'idée, en fait, c'est qu'à terme, nous, en tout cas, on veut que pour chaque type de viande, il y ait une alternative végétale. Et le poisson ? Que pour chaque type de viande. Et le poisson, ouais, on travaille aussi sur le poisson. C'est plus facile ou serait plus... C'est différent. Il y a tout ce qui est poisson cru. Là, tu es tenu par la couleur déjà. Ouais. Mais c'est pareil, la couleur, en fait, on peut jouer. Il y a beaucoup de végétaux, en fait, qui peuvent donner de la couleur. Typiquement la betterave, la carotte. Non, mais oui, je suis d'accord. Mais là, il faut la blanchir. Ah mais non mais ça oui mais nous t'as beaucoup de bases en fait qui sont blanches de base, donc parce tu que peux rester blanc. Entre le nuggets blanc et le steak marron ou rouge, vous mettez de la betterave pour le rougir, je suis d'accord. Mais est-ce que le fait de tu peux pas blanchir. Voilà, c'est ça. Du coup si tu veux un produit blanc, faut que tu aies des ingrédients qui sont blancs. Et le pois est vert par exemple. Il est vert clair. C'est de la protéine de pois jaune. C'est pas des. Ah, d'accord. Donc ça va, vous avez fait moitié chemin quand même. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Et si je te donnais les collaborateurs qu'il faut et un budget illimité, quel serait aujourd'hui le produit impossible à faire ?
Il y a pas de produit impossible. Donc c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de recherche. Alors c'est une question enfin il y a toujours une question d'argent pour débloquer des verrous entre guillemets. C'est plus qu'il y a des choses qui sont plus ou moins complexes. Faire une entrecôte ou une côte de bœuf, c'est 50 fois plus compliqué. Et ça a beaucoup moins d'intérêt aussi selon nous. Donc on va pas du tout chercher à faire une côte de bœuf ou une entrecôte. Mais tu pourrais. Parce que effectivement, vous êtes tous rentrés par le steak haché, qui est une fois que vous avez maîtrisé la texture, c'est une chose. Mais par exemple, entre une côte de bœuf, une entrecôte, un faux filet, même si le goût peut être, même si c'est la même, le goût change un peu quand même, mais la texture change énormément, quoi. Nous, c'est que le rab steak, la côte de bœuf, ça n'a rien à voir. Nous, c'est que notre objectif, en fait, c'est de démocratiser le végétal, donc de réussir à diminuer la consommation de viande. Et aujourd'hui, les Français, ils mangent du steak haché. En moyenne, on mange beaucoup plus de steak haché que d'entrecôte ou de côte de bœuf. Et donc, c'est pour ça que pour nous, le steak haché est beaucoup plus intéressant que la côte de bœuf ou l'entrecôte. Parce que ce sera beaucoup plus difficile de gagner contre une entrecôte ou une côte de bœuf. Et il y aura beaucoup moins d'impact. Alors, on a parlé de l'environnement, on va parler un tout petit peu de la santé. Donc, on a dit depuis le début, j'avais quelques questions, mais tu as plus ou moins répondu ce qu'il y avait dedans, les colorants, etc. Il y a 40 ans, on mangeait 3 fois moins de viande qu'aujourd'hui, alors que finalement, la viande est de plus en plus chère. Parce que la viande aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, c'est compliqué de manger de la viande et du poisson. Pourquoi Est-ce que vous avez analysé le truc ? Pourquoi ? Moi, je pense que la viande n'est pas assez chère, justement. Je pense que la viande devrait être plus chère. Il y a beaucoup de viande qui est subventionnée, et puis là, il y a beaucoup de pression en fait sur le monde de la viande. Et la viande qui est pas chère, c'est la viande qui vient d'élevage intensif. À choisir, je préfère largement avoir de la viande qui vient de pâturage ou d'élevage extensif plutôt que intensif. Et donc moi, ce que je pense qui va se passer justement dans les années qui viennent, c'est je pense que la viande va continuer de devenir de plus en plus chère et de plus en plus qualitative. Et c'est plutôt justement la viande de mauvaise qualité qui a pas beaucoup de raison d'être, parce que la viande de mauvaise qualité, c'est pas très bon, c'est pas bon du tout pour la santé, c'est une catastrophe environnementale, la viande qui vient d'élevage intensif, et donc c'est celle-là en fait qui doit clairement disparaître. Nous justement, c'est pour ça en fait qu'on a fait des produits qui sont plus le steak haché ou la merguez ou la chipot, parce que ce sont des produits où en fait la viande qui est utilisée pour faire ça habituellement n'est pas super qualitative, et du coup d'un point de vue santé on est beaucoup plus pertinent à remplacer ce type de viande, et d'un point de vue environnemental aussi. Alors j'ai les 3 produits que je connais sont notés excellents sur Yuka. Ouais. Yuka, c'est un épisode qui va sortir bientôt, d'ailleurs j'ai enregistré déjà l'épisode. Beyond Meat justement c'était noté médiocre. Ouais. Et on n'a pas parlé d'Impossible Burger qui est interdit, donc c'est encore autre chose. Dessous, ouais. Médiocre, ça signifie additif, substitut, graisse, sucre, sel, etc. J'imagine que pour vous, il n'y avait pas de place pour un médiocre. C'était impossible. On ne le sortirait pas. Hein. Voilà. Par contre, quand tu discutes avec des gens qui sont flexitariens ou qui mangeraient comme ça de temps en temps un peu de viande et un peu de végétal, on te dit tous par rapport à un steak 5% de matière grasse, c'est plus calorique. C'est obligatoire ? Non, en fait, il y a beaucoup d'amalgame. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de produits végétaux, et c'est vrai, il y a beaucoup de produits végétaux qui sont pas très bons pour la santé. Et pour pas les citer, les producteurs américains ont tendance à mettre énormément de gras, beaucoup de gras saturés, beaucoup d'additifs, ce qui en fait effectivement, dans ce cas-là, des produits qui sont pas spécialement mieux que la viande. Et en France, il y en a aussi des comme ça. Nous, justement, c'était vraiment notre cœur. Enfin, c'est pour ça qu'on s'est lancé. Si on a énormément travaillé sur l'aspect santé pour avoir justement autant de protéines que dans la viande, mais moins de gras, de limiter au max les additifs. On en a un seul qui est noté vert sur Yuka, justement, qui est une fibre de bois. Et là où il y a beaucoup de viande aussi qui a des additifs, le porc en fait il y a tout le temps des additifs, les gens l'oublient mais il y en a énormément,
Et oui, c'est pour ça que du coup, il y a des amalgames. Nous, justement, notre lardon, par exemple, 3% de matière grasse, 29% de protéines, moins d'ingrédients que dans un vrai lardon de porc, c'est imbattable. Mais il y a beaucoup d'amalgames où il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que oui, les produits végétaux sont pas si bons que ça, etc. Ça dépend desquels. Donc si j'ai un peu dans mon point, si j'ai du cholestérol ou si je suis diabétique ou je dois faire attention au sucre, manger vos produits ou les produits d'animaux, c'est kiff. On a moins de gras, on est mieux justement. Nous on travaille même en calories. Oui, en calories. D'accord. En fait, ce qui fait tes calories, c'est protéines, le gras, le sucre. Protéines et sucre, on est à peu près au même niveau. Et par contre, gras, on en a beaucoup moins, surtout les gras saturés. C'est ça qui fait, et donc en particulier sur tout ce qui est porc ou ce qui est viande blanche, on a très 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 peu de gras, nous. Et sur cette fameuse, quand on parle de vegan, on parle d'une carence en vitamine B12. Et ça, vous le réinjectez ou Non. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, si quelqu'un qui est vegan, donc il mange jamais de viande, il va manquer un peu de vitamine B12. Nous, la raison pour laquelle on supplémente pas en vitamine B12, c'est qu'en fait, si tu manges 1 à 2 fois de la viande par semaine, 1 à 2 fois par semaine, tu as suffisamment de B12. Et c'est pour ça que nous, on a toujours décidé de surtout pas rajouter de suppléments dans nos produits, parce que soit tu es vegan, et auquel cas, en général, tu te supplémentes déjà en B12, soit tu n'es pas vegan, et dans ce cas-là, tu n'as pas du tout de manque de vitamine B12. Si tu en as mangé 1 ou 2 fois dans la semaine, et pas forcément de la viande rouge, juste de la viande 1 ou 2 fois dans la semaine, tu as suffisamment de B12. Mais et quand vous faites votre typologie de clients, c'est qui t'as une idée? Alors on a dû vous dire à un moment, c'est des bobos, je sais pas trop quoi. C'est ça en fait. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient, et même nous on a un peu cru à un moment, que le client type c'était le bobo parisien. Et non, plutôt non, justement. On s'est rendu compte, on avait fait une enquête consommateur il y a pas longtemps. On a un peu tout type de profil. Et il y a 2 profils qui sont un peu plus représentés que les autres. C'est les jeunes, en gros entre 18 et 30 ans. Et leur raison d'achat, entre guillemets, c'est beaucoup le sujet environnemental. C'est des gens qui, en moyenne, contre toute attente, gagnent plutôt moins d'argent que la moyenne des gens. Les gens qui sont préoccupés par l'environnement, ce qui peut paraître contre-intuitif. Et après, tu as une deuxième bosse, entre guillemets, une deuxième type de profil qui sont surprésentés chez nous. C'est les jeunes parents. Et eux, c'est plus l'argument santé en fait qui les intéresse dans le végétal. Ils sont un peu plus éduqués sur les problématiques de santé liées à la viande rouge, liées à la charcuterie. Et eux, du coup, arrivent sous cet angle de santé. Est-ce que tu peux me donner quelques métriques sur Pivor ? On a 10 références produits. On peut produire entre 5 et 10 tonnes par jour. On fait 20% de croissance chaque mois. Donc 20% de croissance chaque mois, ça va vite. Vous êtes rentable ? Non, et c'est pas notre objectif. Notre objectif justement, c'est de pas faire trop de marge pour réussir à avoir un prix qui est pas trop cher, pour faire du volume et plus tard être rentable. Et on est dans 2000 points de vente à peu près en grande distribution, 1000 points de vente en restauration. Et vous avez recruté quelqu'un pour aller discuter avec les centrales et tout ça ? C'est vous qui l'avez fait à la base ? Non, alors tout début c'était nous, mais très vite maintenant on a une équipe commerciale. Donc là c'est pareil, grosso modo ils viennent avec leur poêle et ils font goûter quoi. Alors peut-être chez Carrefour maintenant, mais au début quoi. Au début oui on faisait ça. Eux après ils regardent aussi beaucoup les chiffres, ils regardent beaucoup les ingrédients. Mais évidemment ils goûtent aussi beaucoup les produits parce que eux ils savent à peu près ce qui va plaire aux consommateurs. Mais elle est là la réponse en fait. La réponse c'est de se dire comment ça se fait que vous avez tellement progressé, tellement grandi. C'est la qualité du produit. Parce que si aujourd'hui vous arrivez, vous montrez votre... Essayez, c'est nous adopter, plus grosso modo, ça suffit quoi. Si c'était... Surtout à l'aveugle. Surtout quand vous faites les trois tests. Ouais. Pour nous, la dégustation est toujours super importante. On avait mesuré justement 91% de taux de réachat. Et donc ça veut dire que 9 personnes sur 10 qui mangent le produit
vont réacheter, ils vont en parler autour d'eux, et c'est pour ça en fait qu'on a une belle croissance. C'est parce que c'est beaucoup du bouche à oreille, les gens goûtent, ils aiment bien, ils en parlent, et du coup on se développe. Après, vous avez une DLC qui est comme une date de limite de consommation, comme la viande à peu près, une semaine. Tout petit peu plus long. Ouais. Nous, en magasin, c'est de l'ordre de 2 semaines. Ouais. C'est parce qu'en fait, le végétal, en fait, il y a beaucoup moins de bactéries dangereuses entre guillemets dans le végétal, et du coup, c'est ce qui fait que les produits se gardent un peu plus longtemps. Consommer de préférence ou consommer limite? Nous, on met consommer limite. Ouais. Limite, donc il faut pas dépasser. Ouais. Il y a une part de marché ou vous avez une part de marché sur ça encore? En fait, c'est difficile à dire parce que ça dépend vraiment beaucoup comment on définit le marché. On est le numéro 2 aujourd'hui en France. Il y a Nestlé qui fait un peu plus de volume pour l'instant que nous. Comment ça s'appelle Nestlé? C'est Herta Végétal. Ah oui. Donc ils faisaient de la viande et du végétal aussi. Ils font de la viande aussi, les steaks? Ouais. Oui, par contre, j'avais goûté, c'est calorique par contre. Nous, on est vraiment l'acteur qui a joué sur l'aspect santé, effectivement. C'est ça qui fait que presque tous nos produits sont Nutri-Score A et sont tous verts sur Yuka. Et eux font plus de volume parce qu'ils sont beaucoup plus développés aujourd'hui en grande distribution. Mais par contre, nous, on s'est développé très vite. On est devant Beyond Meat, justement, l'américain. Il y a d'autres acteurs un peu qui se lancent, mais nous, on est vraiment l'acteur de référence. Et on cherche justement à être multi-produit. Du coup, de faire en sorte de développer la catégorie en fait du végétal pour avoir à chaque fois, pour toutes les instants de consommation, d'avoir à chaque fois le produit en version végétale. Ouais, parce qu'en plus, ce qui est intéressant chez vous, c'est le côté transparent de l'emballage. Et alors, bon, la steak c'est un peu particulier parce que forcément cru, le steak il a pas le goût il a pas l'aspect du steak cru forcément. Ouais. Mais par contre, les nuggets, je suis sûr que tu les mélanges au milieu et personne qui voit la différence. Ouais, exactement. Bon, après ils sont pas nés, même les aiguillettes, c'est pareil. Rentrer chez McDo ou je sais pas, chez Burger King ou quoi, ça serait possible? Ça serait dingue. Ce serait possible. Ils ont qui là aujourd'hui? Ça reviendra peut-être un jour. En France, pour l'instant, il y a pas grand monde. Ils avaient fait un test un peu avec Unilever, mais c'était juste un test. McDo n'a personne pour l'instant en France. Et oui, pour nous, c'est intéressant parce que c'est un bon moyen de démocratiser. Des levées de fonds? Vous avez fait de nouvelles levées de fonds? 3 millions, je crois, il n'y a pas longtemps? Ouais, on avait fait 3 millions. Pour l'instant, on n'est pas encore en train de relever. On relèvera peut-être un jour, effectivement. De toute façon, là, vous êtes qu'en France? Là, on n'est qu'en France, exactement. Ouais. Nous, notre objectif, en fait, c'est vraiment de bien s'implanter en France. Pour nous, la priorité, c'est vraiment le marché français. Une fois qu'on sera bien stable en France, c'est à ce moment-là qu'on ira à l'étranger. Oui, ça va être la question d'après. Pourquoi le changement de nom? Mais quand vous regardez l'équivalent de votre boîte, est-ce qu'en Europe, je sais pas, en Italie ou en Angleterre ou en Allemagne, est-ce qu'il y a l'équivalent des nouveaux fermiers donc c'est-à-dire une boîte à taille humaine par rapport à Beyond Meat ou Ouais, dans le reste de l'Europe, dans chaque différent pays un peu, il y a d'autres acteurs effectivement qui sont. Nous, on a une différence en fait sur le côté d'avoir travaillé vraiment le goût à la française et le côté santé. C'est vraiment notre positionnement. Si demain on va à l'étranger, on ira justement avec ce positionnement. Chacun a un peu son truc. En Espagne, il y a des gens qui font très espagnol. En Italie, il y a des gens qui font très italien. On voit en tout cas que ça se développe dans chaque pays. Et après, les gens en fait vont sortir progressivement de leur pays. Il y a des acteurs qui vont devenir européens et il y en a non. Et justement, pourquoi avoir pris Apivore, donc c'est le nouveau nom, pour explique-moi la raison, parce que là, c'est du coup. Vous quittez un peu l'aspect français, quoi. Il y avait plusieurs sujets. Il y avait un premier sujet qui, en fait, on aimait bien ce nom déjà, parce qu'il y a le côté happy dedans, et donc ça insiste beaucoup sur le plaisir qu'on a à manger, qui est pour nous un point essentiel. Il y a un deuxième aspect qui était l'international, où en fait les nouveaux fermiers, malheureusement, ça marche pas très bien à l'international. Les gens comprennent pas en fait ce que ça veut dire. Et même pas l'international. Moi, la première fois que Brigitte Gauthier justement m'a parlé des nouveaux fermiers, j'étais allé voir après. Ça fait pas viande, quoi. Ça fait pas produit. Ça fait ferme. Oui, tu sais pas ce que tu fais. En fait, tu sais pas si la marque. Il faut préciser derrière ce que c'est, quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, Apivore, on aimait beaucoup ce nom, parce qu'en fait, ça fait très nom de catégorie, en fait. Et il y avait les omnivores, il y avait les carnivores, il y avait les herbivores. Maintenant, il y a Apivore.
Et on aime beaucoup ce nom. Il est plus court, plus simple, plus percutant, plus efficace. Et pour demain aller à l'international, ce sera beaucoup plus simple que si on avait dû changer à ce moment-là. Ton rôle dans l'entreprise? Donc je suis président. CEO? CEO, exactement. Et du coup, on est 2 cofondateurs et on se répartit un peu les sujets. Moi, je suis une tendance plus R&D et opération. Cédric, un peu plus marketing et commercial. Et après, en fait, en pratique, on parle quand même tous les deux beaucoup des 2 sujets. Vous êtes que, mis à part ceux qui sont rentrés dans la boîte, dans les VC, le capital est à vous 2 répartis Ouais, c'est ça. Et avec les VC et un peu les employés. Et après, on est 2. Et en dessous de nous, sur chaque fonction clé, il y a une personne clé qui est meilleure que nous dans son domaine chacun. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais, ton rôle opérationnel? Au jour le jour, tu veux dire? Ouais. En fait, au jour le jour, on fait un peu de tout. Il n'y a pas tant que ça de routine en fait. Ça va beaucoup dépendre d'un jour à l'autre. Et tu vois, un jour, quand on lance un nouveau produit, du coup, je suis beaucoup dans les problématiques de R&D, de tiens, est-ce que tel ingrédient va pas être plutôt plus efficace? Est-ce qu'on peut réussir à gagner quelques jours sur la production? Est-ce que les valeurs nutritionnelles sont bien? Est-ce que commercialement, on a bien brandé le produit? Est-ce qu'on va arriver à temps? Est-ce que le packaging est bien? Et ça peut être des sujets de quand on arrive dans une nouvelle chaîne de distribution, de bien sélectionner les points de vente. Est-ce que c'est les bons points de vente dans lesquels on va arriver? Est-ce qu'on sait qu'il y a du potentiel? Qui opérationnellement en fait va visiter les magasins? Ou ça peut être des sujets de coûts. On travaille en permanence sur réduire en fait nos coûts variables pour faire en sorte de pouvoir baisser nos prix. Et du coup, on se repasse un peu tous nos process pour regarder combien on peut aller gratter. Ça peut être sur les aspects financiers, RH. En fait, on passe beaucoup de temps aussi sur les RH pour recruter les bonnes personnes. Et chaque personne qui nous rejoint en général fait au moins 3-4 entretiens. Mais donc c'est encore vous qui les recrutez, quoi? Nous, on fait toujours, pour presque tout le monde, on fait au moins soit Cédric, soit moi, un entretien. D'accord. Et je t'ai pas posé la question, entre le online et l'offline, aujourd'hui, par le Covid, vous avez subi le fait de rentrer uniquement dans l'online. Aujourd'hui, ça représente quoi en termes de pourcentage? Nous, aujourd'hui, on fait quand même plus de grandes distributions et de restaurants que de online. Et à terme, ça va rester comme ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le online, le e-commerce, en fait, pour la nourriture, est pas encore si développé que ça en France. C'est vrai. On a plus quand même l'habitude d'aller en grande distribution ou d'aller dans son restaurant favori. Demain, à très long terme, ça pourra peut-être changer, mais en tout cas sur les prochaines années, clairement, on voit beaucoup plus de grandes distributions et de restauration que de e-commerce. J'ai vu qu'il y a un bateau brandé à. Ouais. C'est le Breton qui. En fait, on connaissait Nicolas, qui est le skipper en fait du bateau. Enfin, ils étaient deux co-skippers. On connaissait en fait Nicolas et on avait travaillé en fait avec lui avant. Et il a décidé de se lancer en professionnel pour se mettre à faire de la voile au niveau professionnel en faisant la Transat Jacques Vabre. Et du coup, lui, il s'est lancé dans ce projet. Et du coup, assez naturellement, ça a fait un peu tilt. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on mettrait pas Apivore sur tes voiles et sur ta coque? Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a sponsorisé la Jacques Vabre. Mais c'était beaucoup, en fait, parce qu'on le connaissait et que ça avait du coup beaucoup de sens. C'était assez authentique et sincère. Et ça faisait un reach. Nous, personnellement, ça nous plaisait beaucoup. Et c'était assez symbolique aussi parce qu'en fait, en agroalimentaire, c'est très classique, en fait, de sponsoriser la voile. Et habituellement, c'est plutôt le monde de la viande qui sponsorise. Donc, tu as des énormes bateaux, Charal, Sodebo, Maître Coq, tout ça. Et ça nous faisait super plaisir d'avoir un bateau Apivore qui était en fait au milieu aussi avec eux. Question perso? Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Tu as 65 ans, tu vas prendre ta retraite, on te fait ton pot de départ. Qu'est-ce que tu voudrais que... Moi, je sais pas, j'ai pas forcément besoin qu'on retienne de moi des choses. C'est plutôt, j'ai besoin d'avoir eu un impact sur mon passage. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup justement de Gandhi qui dit soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et je pense que très souvent, en fait, on est face un peu à un système et on se dit que les choses sont comme ça et que ça va pas changer. Alors qu'en fait, on fait tous partie du système, on fait tous partie du problème et de la solution.
et on peut changer les choses, on peut se bouger, on peut tous changer un petit peu les choses. C'est ma vision un peu du monde. Après, j'ai pas spécialement besoin qu'on se retienne de. Non, mais quand c'est cohérent tout ce que tu dis, parce que depuis le début, vous aviez cette envie de faire bouger les lignes pour baisser l'impact carbone. Tu viens de me dire que vous vendez avec très peu de marge parce que vous voulez pas être trop cher, parce que la rentabilité, peu importe, l'essentiel c'est pour être accessible, etc. Donc, j'ai l'impression que tu es pas, enfin, vous êtes sur une industrie très riche. Enfin, l'agroalimentaire, c'est une industrie très puissante. Vous n'avez pas cet esprit de l'agroalimentaire. Vous êtes plutôt encore sur votre projet initial, faire bouger les choses, baisser l'impact. Voilà, c'est ça votre truc. Exactement. En fait, on veut à notre petite échelle contribuer à aider le changement en fait qui va dans le bon sens, mettre un peu plus de végétal dans les assiettes, rendre le monde un peu plus durable à long terme. Ouais. On n'a pas parlé de foie gras, mais c'est parce que là aussi, c'est un truc qui me révolte, le foie gras. Mais bon, ça, c'est un truc personnel. Mais ça doit pas être très compliqué à faire aussi. Ça doit être possible. Ce serait possible. Et le sujet, c'est est-ce qu'il y a assez de demandes. Mais ouais, ce serait possible avec un peu de travail. La texture, bon. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vas chez Monoprix ou chez Carrefour et que tu as un couple avec 10 paquets d'Apivore? Tu ressens quoi? Tu l'as vu, j'imagine, quoi. Tu ressens quoi? Ça pour le coup, je suis très fier. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on fait, c'est que c'est concret. Et il y a beaucoup de fois où en fait, on peut dans sa vie ne pas être trop sûr de ce qu'on fait est utile ou bien ou je ne sais quoi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, dans chaque steak qu'on vend, il y a un impact. Et donc, nous, dans chaque steak qu'on vend, tu gagnes 3 kilos de CO2 et c'est super concret. Et oui, et c'est il y a pas longtemps justement, on se baladait dans la rue. Il y avait quelqu'un qui était assis sur un banc et qui mangeait un Pokéball avec nos aiguillettes. Comment tu sais, tu les reconnais? Et ouais, je les reconnais. Et ça faisait super plaisir. On l'a pas dit, mais je l'avais noté. L'élevage, c'est 15% du CO2, c'est ça? C'est l'élevage des voilà. Et vous, c'est 11 fois moins. Exactement. C'est énorme, hein. Énorme, quoi. C'est ça. Nous, en fait, avec 1 kilo de notre viande, tu fais entre 2-3 kilos de CO2. Et avec 1 kilo de vraie viande, tu fais entre 30 et 40 kilos de CO2. On n'a même pas parlé de l'eau, parce que l'eau, ça consomme aussi. Et il y a aussi l'eau, il y a plein d'autres choses. On parle du CO2 parce que c'est ce que les gens connaissent le plus, mais il n'y a pas du tout que le CO2. À quoi ressemble une journée type? Il y a, dans la réalité des faits, il n'y a pas de journée type. Et je sais que ça surprend à chaque fois les gens. Le seul point commun, c'est que ça commence par un café et par lire les mails. Mais après, en fait, c'est surtout la capacité en fait à aller à chaque fois sur les sujets clés un peu de l'entreprise et de pas rester forcément que sur une fonction. C'est quoi les sujets les plus importants pour l'entreprise? Et du coup, c'est sur quel sujet que je vais aller passer du temps. Tu bosses beaucoup le soir, tu rentres, tu bosses à la maison ou tu es ou le week-end ou Je bosse beaucoup, mais de manière comment dire, je me surmène pas non plus. Et je pense que c'est super important en fait d'avoir l'esprit clair. Et si on est trop fatigué, on va pas prendre les bonnes décisions. Nous, notre job en fait, c'est surtout de prendre les bonnes décisions. Et donc, faut qu'on ait l'esprit un peu clair. Et après, il y a beaucoup de choses en fait, à la différence d'un métier plus traditionnel où tu sais pas trop si c'est du travail ou pas. Moi, le week-end, si je vais dans un magasin et que je découvre un nouveau produit que je connaissais pas, immédiatement, je vais l'acheter et je vais le goûter. Tu pourrais considérer que c'est du travail et c'en est pas, ou si où j'ai tendance à faire un peu le tour des restos en fait dans lesquels on est. Et donc quand j'invite des amis, assez souvent je les invite dans un resto où on est. Et ça, pareil, c'est pas du travail, mais en fait, ça, on pourrait dire que c'est du travail. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer? Moi, j'aime bien les entreprises justement qui sont assez innovantes et qui disruptent un peu le système de manière positive. Et
pour moi, il y a Tesla qui est un peu dans cette idée-là, où je trouve que c'est quand même assez beau en fait d'avoir quand même beaucoup développé la voiture électrique. Et après, oui, tout ce qui est enfin les iPhones, tout ça, je trouve pas les iPhones, ça va avec. Non, mais de toute façon, attention, quand tu fais une keynote Apple, à la fin, ils terminent toujours par l'environnement. Après, je sais pas si vraiment c'est beaucoup plus. Ça reste de toute façon des produits avec du silicium, c'est un produit moyen quand même, mais ils terminent toujours avec l'impact carbone de toute façon tout le temps. Ouais. Après, bon, ils ont les moyens de pouvoir utiliser des produits qui ont le moins d'impact possible, etc. Oui. Non, mais en tout cas, je défendrais pas spécialement Apple aujourd'hui, mais en tout cas, je trouve que les démarrages étaient assez beaux. Et à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler ? Moi, j'aime bien toutes les personnes qui ont innové ou qui ont été un peu, qui ont découvert des choses. Mais ça remonte à un peu loin. Mais j'aime beaucoup Léonard de Vinci. Et je trouve quelqu'un qui est assez complet. J'aime beaucoup l'aventure un peu de Blériot, typiquement, qui a quand même vachement développé l'aviation. Et là aussi, c'est très concret. En fait, tout le monde disait que c'était pas possible de voler. C'est le premier qui a traversé la Manche avec un prototype que lui-même a fait, alors qu'il avait une chance sur 2 ou peut-être 2 chances sur 3 de s'écraser au milieu de la Manche. Donc, je trouve ça assez courageux. Dans une autre gamme, bien plus récente, j'ai reçu il y a un moment déjà Bertrand Piccard. Ouais. Solar Impulse, il a fait, c'est aussi un truc incroyable et tout le monde le donnait perdant. Il a fait je sais pas combien d'échecs, mais il est arrivé quoi. Ouais. Moi, j'ai une volonté quoi, la volonté. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut beaucoup de volonté. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve ? Moi, j'aime pas trop on a toujours fait comme ça. Conformisme. Ou suivre oui, voilà. Enfin, tout ce qui est frein à l'innovation, en fait, j'aime pas trop. Après, je pense qu'il faut être très tolérant. Je trouve que quand les gens critiquent ou sont un peu négatifs, même si c'est pas mon état d'esprit ou l'état d'esprit de notre équipe, ça construit aussi parce que ça nous aide du coup à affiner ce qu'on fait, à être plus fort. Toutes les critiques, par exemple, sur la santé, c'est des critiques qui sont saines, en fait. Et c'est pour ça qu'on a vachement travaillé sur ce sujet-là. Les critiques sur la gastronomie française, c'est des critiques qui sont saines, et c'est pour ça qu'on s'est entouré de chefs. Donc il y a plein de fois où en fait la critique en fait est quelque chose qui doit nous aider à grandir et peut être pris de manière positive. Est-ce que tu peux me donner 2-3 étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué ? Autrement dit, si tu devais mettre 3 photos sur ton frigo des étapes clés de ta vie, ça aurait été lesquelles ? Au niveau professionnel, moi à chaque fois c'était des rencontres avec des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui démarrent comme ça. Moi quand j'ai rejoint PSA, j'avais rencontré celui qui est devenu mon manager après et qui l'est resté pendant 6 ans. On a évolué tous les deux ensemble et c'est resté mon manager pendant 6 ans. Quand je suis rentré chez McKinsey, c'était pareil. Là, pareil, c'était un peu une aventure avec Cédric. Et je pense que beaucoup de projets démarrent par une rencontre. Et donc les étapes, ça serait quoi, PSA ? Moi, j'ai eu 3 grandes étapes, c'est ça. Ouais. J'ai eu PSA, j'ai eu McKinsey et Apivor. Tu as des hobbies ou du sport ? Ah, c'est marrant le ou. Ouais, ça pourrait être les deux, ouais. Moi, écoute, j'aime bien le sport, j'aime beaucoup la nature. J'aime bien la montagne, la mer. Du coup, la mer en Bretagne, la planche à voile, le canoë, nager. J'aime bien aller faire du camping, tout ça. Et j'aime beaucoup lire après. C'est marrant parce que, tu vois, je pense à quelque chose, là je dois être au 86e épisode, je pose toujours la même question quasiment parce que je trouve ça intéressant, le sport, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui font du sport, évidemment, mais assez peu de gens répondent sur les hobbies. Alors, je sais pas si... c'est vrai, peu de gens disent j'ai une passion de ça, j'ai une collection de ça, c'est bizarre, quoi, c'est marrant. Moi, j'aime bien lire. Voilà, mais non, mais lire, bien sûr. Mais justement, bonne transition. Quel est le bouquin sur ta table de chevet ou que tu pourrais conseiller ? Moi j'aime bien, mais je sais pas s'il faut lire parce que ça peut être mal compris. Moi j'aime beaucoup Nietzsche et j'ai un peu tout lu maintenant de Nietzsche et je trouve ça se lit bien. Ça se lit très bien en fait parce que à part 1 ou 2 livres, c'est beaucoup de petites phrases et où je trouve que c'est quelqu'un qui a très 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 bien compris la nature humaine et en fait je pense que le job notamment d'un entrepreneur c'est de bien comprendre la nature humaine et je trouve il y a énormément de vérité qu'il dit à chaque instant. Donc tu les notes ?
et je les note dans ma tête et je relis beaucoup les mêmes phrases. Et justement, tu lis sur papier ou Kindle? Non, moi sur papier. Moi, j'ai besoin de papier. L'avantage alors moi je lis sur Kindle parce que quand je m'intéresse à des gens qui ont écrit des bouquins par exemple, je lis sur Kindle parce que l'avantage c'est que tu surlignes et qu'ensuite tu as le résumé de toutes tes notes quoi. C'est plus facile quoi. Ouais. Moi je suis encore attaché là-dessus, je suis un peu à l'ancienne mais je suis encore attaché. Et moi je suis imprimeur. Ma vie normale c'est un imprimeur donc tu t'imagines que voilà. Film ou série? Film ou série, moi je suis plutôt film. Le dernier? Et en fait, ce que j'ai un problème, c'est que si je commence à regarder une série, je suis obligé de regarder tout. Le dernier film, moi j'aime bien Kubrick. J'aime beaucoup Kubrick. Le dernier film que j'ai vu, sinon, c'est Bac Nord. Ça n'a rien à voir, c'est hier soir. C'est bien. Et je trouve ça vachement bien. Ouais. Vachement bien. Les acteurs sont très bons. Il y a beaucoup de tension, mais qui est assez bien réalisé. Ouais. Pour un Marseillais, en plus, moi. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi? Ça pourrait être un de nos investisseurs, tu vois, Adrien de Champré. C'est Sushi Shop. Sushi Shop. Il avait cofondé Sushi Shop et là, justement, il a lancé, il n'y a pas si longtemps que ça, une chaîne de Dark Kitchen. D'accord. Je sais pas si tu connais le principe, en fait, c'est des chaînes en fait qui vendent que online. Et lui, ce qu'il fait, c'est que pour des marques en fait déjà existantes, il lance des dark kitchen en fait pour que tu puisses en acheter à plusieurs endroits. Et ça a l'air de se développer super bien. C'est dans la food et du coup on a goûté pas mal de trucs. Et c'est quelqu'un d'à la fois j'ai trouvé très intelligent et très pragmatique. Je pense qu'il aura des bons conseils. Tu pourrais me faire une intro? Ouais, pas de problème. Allez, je te pose la dernière question. Ce podcast s'appelle La Combinaison. Ouais. Parce que évidemment, on cherche à comprendre la combinaison d'éléments, ce qui t'a amené où tu es arrivé. Alors, la recette, dans ce cas, les ingrédients. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu Guillaume Dubois? L'entrepreneur, hein. L'entrepreneur. Oula. Bah justement, tu vois, il y a une phrase de Nietzsche que j'aime bien qui dit deviens ce que tu es. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qui fait Moi, je pense que mes ingrédients, c'est un mélange d'innovation. J'aime bien tout ce qui est nouveau, tout ce qui cherche à explorer. J'aime bien tout ce qui est environnemental, parce que je pense qu'on va quand même léguer un monde à nos futurs enfants, et tout ce qui est humain. Je construis beaucoup. Enfin, pour moi, l'équipe, c'est quelque chose de super important, et c'est ce qui fait qu'en fait, on prend plaisir au jour le jour. Et c'est ce qui fait que ça marche. Écoute, je suis content parce que quand on m'a dit il faudrait que tu contactes les nouveaux fermiers, je connaissais, je t'ai dit j'en mange. Les emballages, je te l'ai dit, c'était sympa. Je mettrai une image quand je vais manger en plus. Vous êtes sur de la qualité, vous êtes sur un truc qui est sympa. Et tout ce que tu viens de dire depuis 1h30, je trouve que ça va avec. Et je suis super contente de cet épisode et merci beaucoup. Super, merci à toi. C'était un bon moment. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est La Combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.